Merci. Merci beaucoup. Je me présente, je suis Jean Didier, je m'appelle Jean Didier. Je suis originaire du Congo, une fois, communément appelé Congo-Brazzaville. Congrès pour la renaissance du Congo, qui est un mouvement de résistance. La première question, mais quelle est la prochaine étape préconisée au cas où le président Ouattara insiste sur l'exclusion des autres? Quelle est la prochaine étape préconisée au cas où le président Ouattara insiste sur l'exclusion des autres? Ça, c'est la première question. La deuxième question, avec mes yeux de Congolais, je suis beaucoup l'actualité. J'ai remarqué qu'il y a une frange des Ivoiriens qui reproche au président Soro son alliance avec Ouattara. Est-ce que ça ne sera pas un handicap au cas où il est candidat? Est-ce que ça ne gênerait pas, même dans le futur? Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Okay, merci. La question? Non, on va... Oh oui, prenez les 5 questions. On fait 2 séries de 5. Ça dit tout le monde. 5... Ok, donc bonsoir. MJC. Oui, c'est Patrick de 16. Je suis le représentant du mouvement des générations capables de Simone Babo. Et ce que je voulais demander au professeur, que nous apprécions beaucoup, il a parlé dans son discours de l'ethnicisation de la politique ivoirienne, qui est un plan qui a été monté par la France et qu'ils ont appliqué. Mitterrand parlait de ça. Et on constate les effets, les dégâts causés par cette ethnicisation. Quelles sont des actions pratiques que les responsables politiques peuvent mener aussi au niveau de la jeunesse et de la population en général pour casser cet élan? Merci, merci. Une dame, voilà. Bonjour à tous. Méga, je suis donc du Cameroun. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la 7e proposition qui serait pour les partis politiques ivoiriens de se réunir. C'est ce que moi j'ai entendu. Ma question serait, parce que ça me fait penser au Cameroun, comment est-ce que cette unité peut se passer et doit se passer à l'heure actuelle? Parce que octobre n'est plus loin. Merci. Ok. Merci, merci, merci. Bonjour ou bonsoir à tous et merci, un grand merci à notre excellent professeur que nous suivons avec allégresse tous les soirs sur les réseaux. Merci beaucoup pour cet éclairage sur tout ce que vous avez dit. Je reviens aussi sur donc la 7e proposition, le 7e point, qui est l'unité et la solidarité des partis politiques. Alors, j'ai compris que, ce qui est normal, hein, votre candidat, M. Guillaume Kimafuri-Soro, est le meilleur candidat. Il a toutes les cartes en main pour pouvoir gagner l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. En tant qu'Africaine, je ne suis pas de Côte d'Ivoire, mais je suis africaine et donc je m'intéresse à tout ce qui se passe en Afrique parce que mon souhait et mon rêve serait que l'Afrique s'unisse. Et donc tout ce qui se passe et toutes les personnes qui ont blessé l'Afrique nous ont blessés. Il fut un moment où Guillaume Soro a versé le sang des Africains. Bon, on va dire, moi je vais dire que si le sol ivoirien, pas l'homme ivoirien, mais le sol, qui a absorbé le sang de ses fils, a pardonné à Guillaume Soro d'avoir versé le liquide sacré de ses fils, qui serais-je, moi, pour ne pas pardonner à Guillaume Soro?
Donc, cette blessure, on va dire, ça va se cicatriser. Mais aujourd'hui, vous dites que Guillaume Soro est le meilleur. Mais chaque parti aussi va dire que son candidat est le meilleur. S'il arrive que Guillaume Soro ne soit pas candidat à l'élection, le parti de Guillaume Soro serait-il prêt à soutenir les autres partis, à s'unir avec les autres partis pour dire notre candidat n'est pas candidat, notre président n'est pas candidat, mais nous nous reportons à d'autres pour faire front, puisque de toute façon, pour gagner contre les dictateurs comme les Ouattara, il faut faire 1 contre 1. Il ne faut pas que ce soit 1 contre 1000. Parce qu'il gagnera toujours avec le compte 1 contre 1000. Alors si c'est 1 contre 1, est-ce que vous serez prêt à vous unir au cas où votre candidat ne serait pas candidat, à soutenir un candidat d'ailleurs? Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Donc ici c'est Kadiom aussi, et nous sommes des représentants des pays de l'AES. Donc notre intervention c'est plus à titre de soutien. Donc quand on nous a invités, qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit le cœur ne part pas là où, et les pieds ne vont pas là où le cœur n'aime pas. Donc nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Tout à l'heure il y a la coordinatrice Wassa Kulbali qui disait que vraiment il y a trop de défis, il y a des obstacles. Mais si nous restons unis et déterminés derrière notre candidat, nous pouvons vraiment gagner ces élections. Effectivement, l'année passée, la balle était dans le camp des Sénégalais qui ont démontré qu'un peuple mobilisé et déterminé peut vraiment gagner les élections. Ils ont démontré que tout à l'heure, le professeur Franklin Nyamse, que je salue, disait que 80% des intérêts de la Côte d'Ivoire appartient aux multinationales. Ce qui prouve au Sénégal, les Sénégalais ont démontré que tu peux être le candidat des multinationales et perdre les élections. Donc, peuple ivoirien, nous comptons sur vous, l'AES compte sur vous. Un peuple déterminé reste invincible face aux intérêts des multinationales. Je vous souhaite une très bonne chance. Professeur Franklin Nyamse, bonne chance. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les pays de l'AES. La dernière personne. On a déjà les 5. Donc je voudrais répondre à notre frère Jean-Didier du Congo, que je salue. Qu'est-ce qui se passe si M. Alassane Dramane Ouattara insiste à confisquer le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire? Il y a 3 hypothèses qui se dressent devant nous. Première hypothèse, M. Ouattara a réussi à s'imposer comme d'habitude par la force, par le mensonge et par la ruse. Et la Côte d'Ivoire s'enlise dans une dictature extrêmement dévastatrice. Deuxième hypothèse, le peuple ivoirien, dans une mobilisation transcendante de l'Est à l'Ouest, de son sud à son nord, en passant par son centre, exige de M. Ouattara le rétablissement dans leurs droits des principaux candidats et bien des partis de l'opposition pour la tenue d'une élection présidentielle véritable en Côte d'Ivoire. Le peuple réussit à obtenir pour cela le soutien décisif des forces de défense et de sécurité, et M. Alassane Ouattara est contraint par la mobilisation populaire à accepter de renoncer à la confiscation du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'appelle l'hypothèse de la révolution citoyenne populaire non violente. C'est l'hypothèse numéro 2, et c'est celle sur laquelle les partis politiques peuvent travailler. Parce qu'elle correspond au mode d'action des partis politiques. C'est par la mobilisation populaire qu'on modifie le rapport de force, quand on est un parti politique et pas un mouvement armé. Mais il y a une troisième hypothèse qui ne dépend pas de nous. Elle dépend des patriotes, des panafricanistes, des progressistes, des révolutionnaires, des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Ils peuvent toujours prendre une initiative libre qui ne dépend pas de nous, mais qui serait de nature à soutenir le processus de libération du peuple de Côte d'Ivoire de la dictature. Il n'y a que ces 3 cas. Nous, Génération et Peuple Solidaire,
Travaillons pour le deuxième cas, la mobilisation populaire. La mobilisation citoyenne non violente. J'en profite pour répondre que beaucoup d'Ivoiriens sur les réseaux sociaux nous font souvent la chicane et même nous lancent comme une chic note en disant que Guillaume Soro vienne enlever celui qui l'a placé. De la même façon, il a fait pour le placer là. Il n'a qu'à faire pareil pour l'enlever. Mais écoutez, vous pensez que notre leader là, il n'est pas fatigué qu'on cite son nom seulement quand il faut mener des actions de rupture, des actions farouches? On aimerait bien que Guillaume Soro renverse Ouattara, n'est-ce pas? Pour venir dire après, non, comme toi, vraiment, c'est seulement comme ça que toi tu es capable d'agir, il ne faut pas que tu gouvernes le pays. Tu vois, tu as été violent. Pour le renverser là, c'était pas bon. Donc toi, il ne faut pas être président. Guillaume Soro a décidé que nous tous là en Côte d'Ivoire, on va participer à la révolution. Ou on n'y participera pas. On ne peut pas libérer un peuple contre sa propre volonté. Cette fois-ci là, tout le monde met la main à la pâte. Et il n'y aura pas, en quelque sorte, celui qui devrait mettre son nom dans l'action tragique pour que d'autres viennent lui dire, bon, tu vois, par rapport à ce que tu as fait là, tu ne peux pas, hein. Mais il faut t'écarter pour que nous on gère. Mais en attendant, vas-y, fais-le pour nous. C'est terminé. Guillaume Soro ne fera plus jamais de coup d'État en Côte d'Ivoire pour quelqu'un. La seule fois qu'il a participé à un coup d'État en Côte d'Ivoire pour quelqu'un, on voit le résultat que ça a donné. Et l'autre leader en a tiré une leçon. Et il vaut mieux une révolution populaire, citoyenne. Et il vaut mieux cela qu'un coup d'État isolé, coupé des masses populaires. Alors, je réponds ceux qui reprochent à notre leader une alliance avec Alassane Dramane Ouattara. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de parti politique en Côte d'Ivoire il n'y a pas de grand parti de pouvoir qui n'est pas passé d'alliance avec lui. D'abord, il faut commencer par le président Houphouët-Boigny, qui a fait venir Ouattara en Côte d'Ivoire. On ne le connaissait pas là-bas. Il faut commencer par le commencement. Ensuite, il faut vous souvenir qu'en 1995, le PPACI a signé une alliance avec le RDR de Ouattara contre le PDCI du président Bédié. Il faut vous souvenir qu'en 2005, à Paris, le 18 mai, le PDCI a signé une alliance avec le RDR de Ouattara pour créer le RSDP. Donc, Guillaume Soro n'est pas le premier, et manifestement, il n'est pas le dernier à avoir passé une alliance politique à un moment donné avec Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, tous ceux qui l'ont fait sont d'accord. Et c'est ce nom que mes beaux, les baoulés de Dembokro ont donné à Alassane Ouattara. Après ce bilan, on l'a appelé Aoussine Ben, c'est-à-dire celui derrière qui tu vas, mais tu n'as rien. Non, Alassane Ouattara est arrivé au bout de cette possibilité d'alliance en Côte d'Ivoire. Il est dos au mur. C'est terminé. Et tout le monde a compris qu'il ne faut plus jamais parier pour ce cheval-là. Certains disent pour ce chameau. Et donc, question numéro 2. On me demande, quelle solution, c'est Patrick du MJC que je salue, à l'ethnicisation de la politique? Et il faut commencer par expliquer à nos jeunes frères, à nos enfants, comment on a transformé le fait ethnique, qui était un fait normal, c'est la diversification culturelle des sociétés humaines. Il y a les familles, plusieurs familles forment un clan, plusieurs clans forment une tribu, plusieurs tribus forment une ethnie, plusieurs ethnies forment une nation, plusieurs nations forment une fédération de nations, une supranation. Ça, c'est l'organisation naturelle des sociétés humaines. Mais les négriers, les colons, les néocolons et les impérialistes ont décidé d'utiliser cette diversité naturelle comme un moyen de division en vue de régner sur nous. Ce mécanisme va être enseigné à nos enfants. On doit leur apprendre à refuser de se regarder mutuellement comme des étrangers et à se regarder comme le même peuple africain. Donc pour moi, la lutte contre l'ethnicisation commence par une éducation à la conscience africaine. Deuxième élément, nos organisations politiques doivent s'efforcer de convaincre largement les citoyens dans le pays. On devrait même poser que sans une certaine diversité d'ancrage régional, un parti politique n'envisage pas les plus hautes fonctions de l'État. Il faudrait absolument amener les partis politiques par la loi à chercher l'assentiment des citoyens dans toutes les régions.
pour pouvoir avoir une crédibilité et participer aux jeux politiques. Pour moi, la loi peut jouer dans le sens de la désethnicisation du politique, à travers une loi sur l'implantation des partis politiques et leur participation concomitante aux élections. Pour moi, ce sont les deux outils, l'enseignement et la loi. La troisième question qui nous est posée, c'est comment cette unité peut-elle se passer et doit-elle se passer? Moi, je pense qu'il faut renoncer à faire une unité sur les candidatures. Il faut faire une unité sur celui qui empêche les Ivoiriens de choisir librement, une unité contre celui qui empêche les Ivoiriens de choisir librement leur président. C'est une tradition dans les mécanismes électoraux qu'il faut toujours d'abord laisser toutes les familles politiques s'exprimer au premier tour. Et s'il y a un second tour, c'est dans ce cadre-là que des alliances utiles peuvent se construire pour gouverner le pays. Précipiter la fermeture du champ politique par le rassemblement derrière une seule personne est contre-productif. Pourquoi? Parce que ça détruit la dynamique propre des organisations politiques. Il faut laisser les organisations politiques aller chercher l'assentiment le plus large. Et ainsi, seulement peuvent être construites des coalitions. Mais la coalition dont la Côte d'Ivoire a besoin n'est pas une coalition pour une candidature unique. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, tous les candidats en capacité de battre le candidat du HDP sont exclus. Le candidat du PDCI, le candidat de GPS, le candidat du PPACI sont exclus. Non, en fait, la question est très claire. Il faut se battre contre l'exclusion. Il faut une alliance contre l'exclusion. Parce que l'exclusion électorale est le seul point incontestable qui unit aujourd'hui, dans le terrain de la lutte politique en Côte d'Ivoire, les formations politiques que je viens de citer. Certaines formations politiques pouvaient penser que ça ne les concernerait pas. Mais c'est ce que le président Gbagbo a appelé le syndrome du village A et du village B. Quand on est en train de faire ça au village A, ceux du village B disent pour le moment c'est là-bas que ça se passe. Après quand ça arrive au village B dit c'est arrivé sur nous. Village C dit pour le moment c'est pas chez nous. Vous voyez comment ils nous ont eu? Ils ont exclu progressivement tous les candidats en capacité de leur créer un problème à l'élection de 2025. Tous ces candidats-là, même si à un moment donné, ils ont pu croire que leur destin n'était pas lié, mais ils sont obligés politiquement aujourd'hui de s'unir. Je crois qu'on ne peut pas s'en sortir sans un front uni contre l'exclusion. Et c'est ce que notre mouvement a proposé. Pas un front uni derrière un candidat, parce que de toutes les façons, il n'y a pas un seul de nos candidats qui soit actuellement accepté. Mais un front uni contre celui qui exclut les Ivoiriens dans leur pays. Alors que lui, il a été introduit par un Ivoirien dans ce pays. Question numéro 4. J'aime beaucoup la question de notre sœur africaine. Le sang de la rébellion, le sang qui a été versé, a-t-il été pardonné? Bon, alors, ça c'est une question que le peuple de Côte d'Ivoire a essayé de résoudre en deux phases. Il y a une phase qui n'est pas encore faite. La phase de la loi est passée par là, la loi de l'amnistie. Mais la phase de la réconciliation par la mise en commun des souvenirs et des traumatismes, elle n'est pas encore achevée. La réconciliation ivoirienne n'est pas encore achevée. Il va falloir parler des raisons pour lesquelles des Ivoiriennes et des Ivoiriens se sont jetés les uns contre les autres et le sang a coulé. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. En Côte d'Ivoire, là, Guillaume Soro n'était pas encore né quand il y avait les complots de 1963. Est-ce que le sang ivoirien n'a pas coulé en 1963? Allez lire le livre du professeur Samba Diarra sur les années 60 en Côte d'Ivoire. Pour l'opposition, ce n'est pas facile non plus. Je vous cite un autre conflit que beaucoup n'ont pas étudié. Entre 1959 et début 60, le conflit du sans-vie. Vous savez combien de personnes sont mortes dans le sans-vie en Côte d'Ivoire? Plus de 60 000. On n'en parle jamais. Hein? Ça s'est passé entre 1959 et 1961-62. 60 000 personnes ont trouvé la mort. Dans le conflit du sans-vie. C'est pas fini, hein? Il faut étudier l'histoire. Car tu connaîtras la vérité te libérera. En 1970, Krabé Nyambé est mort dans quoi? Il n'y a pas eu du sang versé dans le guébier? Des milliers de personnes ont été massacrées dans le guébier. Est-ce que Guillaume Soro était déjà né? Non! Il est né en 1972. Donc, quand on va devoir parler en Côte d'Ivoire du sang versé là, et il n'y a pas petit sang, il n'y a pas grand sang. Sang, c'est sang. Rouge est le sang de l'autre, comme le mien. On va parler de toutes les tragédies taboues. Et partout chez nous en Afrique, là, on doit dire toutes les vérités. Si on veut bâtir des pays où plus jamais quelqu'un ne va se lever pour tuer,
son frère. Il faut qu'on parle de toutes les tueries qui ont eu lieu. Sans chercher à attribuer l'exclusivité de la tuerie à celui qui en fait a le moins tué. Parce que si on s'en va faire le décompte, en tant qu'historien scientifique, vrai de Dieu, vous serez troublés ici. Donc voilà d'abord, ça c'est un argument historique. Quand on parle de sang versé, je vois des gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est le nom de Guillaume qui sort tous les jours. Est-ce que vous connaissez l'histoire du sang versé ivoirien? Si on monte alors à la période coloniale, pour voir le carnage français pendant ce qu'on a appelé la révolte des abeilles, le sang a été versé dans ce pays d'une manière incalculable. Et toute cette vérité doit être dite pour que le pays soit soigné. Alors, est-ce que la rivalité entre les meilleurs candidats de chaque camp est un problème qui pourrait empêcher le peuple ivoirien d'être libéré? Je dis non. Le principe politique que les Ivoiriens veulent aujourd'hui voir pratiquer, c'est que celui qui a gagné gouverne. Mais si notre mouvement va à l'élection et qu'il ne gagne pas, mais il respectera la victoire de celui qui a gagné. Si nous gagnons, il faut que les autres respectent la victoire de notre candidat. Parce que nous n'allons pas pour perdre. Donc il faut accepter que faire de la politique, c'est accepter le risque de perdre les élections. Et c'est ça le problème des dictateurs. Ils pensent que quand tu as perdu les élections, le goût du riz sauce graine là, ça change dans ta bouche. Et moi j'ai déjà mangé riz sauce graine 2 fois dans la journée, une fois quand je suis content, une fois quand je suis fâché. C'est pas le goût du riz qui change, c'est moi qui ai changé. Sinon c'est le même riz là. Là il y a des gens, ils font comme si s'ils sont plus présidents, la terre ne va plus tourner autour d'elle-même et autour du soleil. La terre tourne autour d'elle-même, autour du soleil. Elle est remplie d'anciens présidents. Et puis beaucoup d'entre eux, on a même oublié les noms. Si on vous demande qui était le président de la 3e République française en 1937, qui le connaît? Même en France, il y a très peu de gens qui le connaissent. Donc, être président, là, c'est pas obligé pour être vivant. C'est pas obligé pour être humain. Donc, il ne faut pas avoir peur de perdre. Parce que si tu perds à la régulière, tu apprends. Le président Gbagbo, en 90, il ne pouvait pas battre le président Oufoué aux élections. Il est allé pour apprendre. Il avait 45 ans. Il a affronté. Je crois qu'il avait eu environ 18%. Mais c'est avec ça, là, qu'il a évolué, jusqu'en 2000, il est devenu président. Donc, il faut accepter que les élections sont le risque qui est pris de demander à notre peuple s'il nous donne son soutien. Et si le peuple dit non, tu retournes étudier, tu retournes travailler, tu retournes convaincre, et la vie continue. La sauce graine riz aura toujours le même goût. Voilà. Et donc, maintenant, mon frère Kader Mossi Maïga a souligné la chose qui est importante. L'AES, l'Afrique attend la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est attendue. Parce qu'il y a 2 pays là. Le jour où les peuples de ces pays vont reprendre le pouvoir, l'Afrique est libérée. La Côte d'Ivoire et le Cameroun. Pour le Cameroun, j'ai écrit ce manifeste. Manifeste des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Avec les mêmes solutions. Parce que la situation est bloquée là-bas, comme en Côte d'Ivoire. Ces dictateurs-là, ils se parlent au téléphone rouge. Et ils appliquent les mêmes solutions partout. Donc, mon frère Kader Mossi Maïga, qui est originaire de la République du Niger, et qui, ici, sur la place de Londres, joue un rôle fondamental dans la mobilisation des Africains, a souligné le grand secret de l'AES. Le grand secret des 3 révolutions de l'AES, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est que la mobilisation populaire entraîne la dislocation des forces de défense et de sécurité, dont la majorité se range derrière le peuple et le satrape tombe. Exactement. C'est une équation chimique et alchimique. Quand la mobilisation populaire est énorme, l'armée rejoint le peuple et le satrape est versé par terre. C'est ainsi que Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey, a fait boum. Oui. Donc en fait, nous on a un problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire comme au Cameroun, on est bloqué dans nos ethnies, on est bloqué dans nos partis politiques, et les satrapes nous écrasent. Le jour où on va sortir de nos ethnies là, pour se comporter comme les Maliens, comme les Burkinabés et les Nigériens, l'Afrique dite francophone est libérée du néocolonialisme français. Donc voilà mes réponses aux 5 premières interventions. Maintenant, il reste la dernière phase.
Alors, nous allons à la seconde phase de... Voilà des questions, s'il vous plaît. Il y a un monsieur qui était là déjà, s'il vous plaît. Allez-y. Préparez-vous. Allô? Moi, c'est Brice Amois. Je suis un fan de Pain Quotidien. Et je le prends trop chaud chaque mois. Pour moi, ma première question, c'est d'abord... Silence, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Merci. Ma première question, c'est d'abord, est-ce que vous pensez que l'opposition ivoirienne a une chance d'aller ensemble, c'est-à-dire avec le GPS et le PDCI et tout ça, est-ce qu'ils ont une chance de se réunir dans un groupe et aller aux élections? Parce que pour moi, on a 5 mois des élections maintenant et qu'il faut que le pain se mange chaud, avec le pain quotidien, je peux dire. Et la deuxième question, c'est quand on parlait de... Je vois un peu Guillaume Soro côté AES. J'ai un peu du mal à comprendre comment il va s'afficher étant partisan de l'AES et en même temps voulant être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Parce que je vois qu'il y a deux choses qui sont un peu différentes. Ces gens-là étaient déjà au pouvoir et ils ont décidé d'être à l'AES. Moi, je pense que ça tire un peu Guillaume Soro un peu vers sa touche, vers la bonne touche, parce que je ne pense pas qu'il pourra s'afficher en tant que tel et poser sa candidature au niveau de la présidentielle. Et moi, je crois que ça le tire un peu vers le bas. Le fait de déjà s'afficher comme étant membre de l'AES. Ça, c'est ma deuxième question. Merci. Merci. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. Professeur Niamsi, bonsoir. C'est Lucien Martial Godot. Je suis membre du bureau politique du PDCI-RDA, mais je pose ma question à titre personnel. Ok? Voilà, merci pour votre exposé. Moi, je voudrais vous ramener à un point qui est important, qui est relatif à l'élimination du président du PDCI-RDA dans l'utilisation de l'article 48. Alors, je voudrais savoir quelle est la position officielle de GPS relativement à cette décision-là qui, quelque part, est en train de nous agacer tous, du point de vue de l'élimination de beaucoup de leaders politiques. Et puis, est-ce que vous pensez que le président Soro Guillaume est sujet, ou bien peut être sujet à l'instrumentalisation, n'est-ce pas, de la justice qui se fait actuellement, et qu'est-ce que vous préconisez qui pourrait vraiment aider tous ces candidats-là, avec le président Soro Guillaume y compris, qu'est-ce que vous préconisez comme solution relativement au problème de l'instrumentalisation de la justice contre les leaders politiques en Côte d'Ivoire? Merci. Nous continuons, préparez-vous. Bonjour, bonsoir. C'est Touré Chèque de Côte d'Ivoire. J'ai une question, puisqu'on est presque à 5 mois des élections. L'alliance politique qu'on est en train de parler aujourd'hui, on voit aujourd'hui celui du PDC est en train de dire que la décision de radier le président Tidjane Thiam de la liste cause soudainement problème. Ça ne causait pas problème quand il parlait, je ne sais pas, du serpent dans le pantalon. Donc je ne crois pas, je vous dis, je ne crois pas à la sincérité du PDCI-RDA dans cette alliance de l'opposition à 5 mois. Je ne crois pas. Je ne sais pas si vous croyez, mais aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont dans des problèmes qu'ils soudainement ils savent qu'on peut radier des gens de la liste électorale. Il y a des problèmes de justice en Côte d'Ivoire qui existaient depuis. Mais ils se sont réveillés ce matin et ils se rendent compte de cela. Ça, c'est ma première question. Je ne crois pas à ça. Quelle opposition vous allez réunir, puisqu'il y a vraiment beaucoup de problèmes dans l'opposition. Et je ne crois pas qu'en octobre, on soit vraiment prêt. Avons-nous des plans pour l'après 2025? Comment on va continuer? Parce que le GPS est déjà radié en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des problèmes pressants. Là, aujourd'hui, on est en train de voir simplement certaines personnes qui n'arrivent plus à jouer, qui n'auront plus leur part de gâteau, venir s'allier. Mais la vraie opposition qui était fouettée depuis 2020, ça ne change rien. Qu'est-ce que vous pensez à l'après 2025 et comment réunir la vraie opposition? Merci.
Merci, je vous en prie. Alors, 2 personnes encore, s'il vous plaît, s'il y a des dames, voilà. À votre attention, s'il vous plaît. Alors, on va encore là-bas. Salut. Voilà, moi je suis Eugène. Voilà, je suis le coordinateur de Manchester, le GPS. Ma question, c'est quoi? Est-ce que aujourd'hui, on ne veut pas que Diop se présente aux élections? Est-ce qu'il peut s'avérer un jour, ou bien il y a un sentiment, quand on applique le principe sénégalais, peut-être que Diop peut se retirer? Est-ce qu'il y a quelqu'un, à part Diop, qui peut se présenter pour le GPS? Merci. Alors, il y a une dame là. Ok. Bon, les représentants de l'AES, on va laisser la dernière partie. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Donc, j'ai 2 questions pour le professeur. Donc, la première se situe autour du terrorisme impérial. Donc, comment est-ce que le concept de terrorisme impérial permet-il d'expliquer la marginalisation politique ou l'exclusion des leaders de l'opposition en Côte d'Ivoire dans le cadre des stratégies plus larges de contrôle néocolonial? La deuxième question, vous avez mentionné le contrôle de l'appareil juridique en Côte d'Ivoire. Donc, dans quelle mesure le recours à des mécanismes juridiques ou institutionnels pour exclure des figures de l'opposition en Côte d'Ivoire peut-il être interprété, de votre point de vue, comme une forme de terrorisme impérial, internalisé au service d'intérêts étrangers? Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci. Très bien. À votre attention, monsieur. Voilà, on a les 5 questions. Merci beaucoup. Mon cher Brice, vous me posez la question, l'opposition a-t-elle une chance d'aller ensemble? Dans cette question, il faut répondre d'abord à ce que c'est que l'opposition. L'opposition est essentiellement faite des partis politiques ou des forces politiques ivoiriennes qui veulent mettre fin au régime d'Alassane Dramane Ouattara. Toute force politique ivoirienne qui veut partager le pouvoir avec Ouattara n'est pas une force d'opposition, c'est une force de composition. Donc il faut se promener avec cette question et l'adresser à chaque parti politique en demandant, vous voulez mettre fin au régime de Ouattara ou vous voulez partager le pouvoir avec Ouattara? Si vous voulez partager le pouvoir avec Ouattara, vous n'êtes pas de l'opposition. Si vous voulez mettre fin au pouvoir Ouattara, vous êtes de l'opposition. Donc, quelle opposition a une chance d'aller ensemble? Mais celle qui veut mettre un terme au régime de Ouattara. Pas celle qui veut partager le pouvoir avec Ouattara. Et la distinction conceptuelle que je viens d'introduire, elle peut même passer à l'intérieur de certains partis politiques. Vous allez constater que même à l'intérieur de certains partis politiques, les 2 oppositions-là sont représentées. Il y a ceux qui, demeurant des patriotes ivoiriens sincères, des progressistes africains, des serviteurs de la souveraineté et de l'indépendance ivoirienne, quel que soit le parti de l'opposition que vous envisagez, ils veulent que le régime de Ouattara prenne fin. Et puis il y a des gens qui, pressés d'aller au restaurant, habitués à vivre dans les ordres et lambris de la République, ne veulent qu'avoir un poste et manger ad vitam aeternam. Donc, l'opposition qui a une chance d'aller ensemble est celle qui est vraiment opposée à Ouattara. Alors que celle qui est composée avec Ouattara, il ne faut rien attendre d'elle. Alors, deuxième observation, le lien entre AES et GKS. L'Alliance des États du Sahel, le président Guillaume Kibafori-Solo. Vous semblez y voir une contradiction. Mais je vous affirme qu'il y a au contraire une complémentarité. Pourquoi? Parce que l'Alliance des États du Sahel a pour idéologie le panafricanisme. Et nous sommes générations et peuples solidaires. Mais quel peuple? Les peuples africains de Côte d'Ivoire. La solidarité dont nous parlons là, c'est le concept même du panafricanisme. Alors, sur quelle base l'AES est-elle construite? La mise en commun des moyens des États pour produire une puissance qui protège l'Afrique de la prédation de l'impérial terrorisme. Actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée de manière privilégiée par Al-Qaïda et l'État islamique parce que le président Alassane Dramane Ouattara est un allié
des puissances néocolonialistes et impérialistes qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique. Je disais donc qu'un changement de doctrine de gouvernement en Côte d'Ivoire va entraîner une agression néocolonialiste et impérialiste contre la Côte d'Ivoire à travers les groupes terroristes. C'est automatique. Et si on n'a pas à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui est rompu à ce rapport de force et qui est capable de le construire en alliance avec ses frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger, on ne pourra pas rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. D'où il y a une molécule alchimique nécessaire entre l'AES et GKS, entre l'AES et GPS. Non pas que GPS fonderait la Côte d'Ivoire dans l'AES, mais au moins que la Côte d'Ivoire, dirigée par le président de la République, Guillaume Kibafori Soro, serait naturellement une alliée de l'Alliance des États du Sahel, parce que notre engagement est de libérer la Côte d'Ivoire du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, de la dictature otanienne. Voilà. Notre frère Lucien Martial du PDCI nous invite à donner un commentaire sur l'élimination du président du PDCI, Tidiane Thiam. Mais GPS a signé des communiqués de solidarité pour marquer son désaccord envers l'élimination des Ivoiriens, des élections ivoiriennes. Et le nom du président du PDCI, Tidiane Thiam, a été régulièrement cité dans nos communiqués. Donc, de ce point de vue, je trouve que GPS s'est comporté en partie républicain. Parce que dans la situation inverse, alors que notre candidat, lui, il était exclu depuis très longtemps, on n'a pas observé une telle solidarité. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va s'enfermer sur les frustrations du passé. Donc notre frère a développé la théorie du serpent dans le pantalon. Tout ça est derrière nous. Si nous nous attardons là-dessus, Alassane Dramane Ouattara est content. Il adore ça. Nous, à GPS là, nous on sait pleurer avec les yeux secs. On pleure, mais l'âme ne coule pas. Parce que si tu regardes notre dos, le nombre de poignards que notre leader a pris dans le dos, toi-même tu seras dégoûté même de la vie d'un poignard. Même le mot poignard, là, tu ne vas même plus le prononcer. Mais on ne peut pas faire de la politique avec des rancunes. On ne peut pas faire de la politique en restant dans des querelles de circonstances. Alors, il y a une règle en communication politique. Nous, GPS, on est connus pour ça. Tu nous attaques, on te répond. Parce que nous, on ne dit pas dans mauvais rêve. Mais quand on a fini de te répondre là, pour nous là, palabre là, c'est fini. Hein? Parce qu'on te répond seulement pour que tu saches que quand toi tu piétines les autres là, ça fait mal aussi. Mais ce n'est pas parce qu'on veut que toi tu disparaisses. Parce qu'on sait que personne d'entre nous ne peut s'en sortir sans les autres. Nous connaissons la loi de l'union qui fait la force. Donc j'invite les Ivoiriennes et les Ivoiriens, les Africains et les Africains à savoir considérer la théorie des contradictions principales et des contradictions secondaires. Les contradictions secondaires, c'est les problèmes d'humeur entre les dirigeants des partis politiques. Mais dans une situation comme la Côte d'Ivoire, un pays confisqué par un clan au profit d'intérêts étrangers à la Côte d'Ivoire, il faut dépasser ces contradictions, libérer le pays de la domination et permettre une consultation saine du peuple pour choisir ses dirigeants et que le meilleur gagne. GPS est donc solidaire de tous les exclus par la manipulation de la justice. Et GPS en a été principalement exclu depuis 2020. On a mis perpétuité sur notre leader. On a mis 20 ans sur lui. Combien de communiqués? On l'a exclu des listes électorales avant tout le monde. Combien de communiqués? Nous ne faisons pas ça. Parce que nous venons de la grande école de la gauche africaine de Côte d'Ivoire qui nous a appris à distinguer les contradictions principales et les contradictions secondaires. Aujourd'hui, là, le président Tidiane Thiam, nous le considérons comme un Ivoirien spolié. Et si Guillaume Kibafori Soro en avait le pouvoir, il rétablirait les droits citoyens de Tidiane Thiam. Oui, parce que c'est ça Guillaume Soro. Même quand tu es son rival par rapport à une concurrence politique loyale, il ne va pas t'enlever ta maison. Il ne va pas t'enlever ton pays. Il ne va pas t'enlever ta citoyenneté.
Ce n'est pas notre leader, ça. C'est Ouattara Dramane. Oui, c'est Ouattara Dramane. Donc voilà, moi j'appelle tous nos camarades de Génération et Peuple Solidaire, nos frères et sœurs du PDCRDA, à faire preuve de maturité dans cette phase critique pour la Côte d'Ivoire et à constituer une opposition qui veut mettre fin au pouvoir de Ouattara. Ceux qui sont d'accord avec cette ligne, qu'ils se coalisent, PPACI, PDCI, GPS, qu'ils se coalisent sans se regarder avec dédain, avec condescendance ou avec rancœur. Parce que ce n'est pas avec ça qu'on affronte un monstre. Il y a la question de notre frère Touré Cheikh, qui est très pessimiste. Il dit que lui, il ne croit pas à tout ça. Alors, en fait, en politique, on ne vous demande pas de croire. On vous demande d'agir pour changer le rapport de force. Et quand on veut agir pour changer le rapport de force, il faut appliquer la théorie contradiction principale, contradiction secondaire. On est sur la contradiction principale. C'est Ouattara Dramane qui empêche les Ivoiriens de vivre librement en Côte d'Ivoire. Il faut régler cette contradiction principale et mettre fin à l'exclusion comme solution à la distinction, à la différence politique dans le pays. Alors, Génération et Peuple Solidaire se bat pour arriver au pouvoir d'État par la voie des urnes. Je l'ai rappelé ici, j'ai rappelé les 3 voies. Celui qui compte sur le président Guillaume Soro pour faire coup d'état militaire, pour que lui soit candidat, il a tapé poteau sortant. Mais GPS appelle le peuple ivoirien à sortir par millions quand il le faudra. Et les forces de défense et de sécurité à protéger le peuple de Côte d'Ivoire quand il le faudra. Pour que les conditions d'une véritable élection soient réunies. Voilà notre méthode. C'est ça notre chemin. Octobre 2025 n'a de signification que pour ceux qui se préparent à cette confrontation et à ce rapport de force. Maintenant, pour ce qui est des militaires, mais ce n'est pas notre affaire, on ne peut pas en parler ici, moi je ne suis pas militaire. Même si je savais, je ne dis pas. Ou bien si je savais, si je sais, je n'ai qu'à dire. Voilà. On dit à Abidjan, je ne dis pas. Parce que ce n'est pas mon affaire. Moi je suis un cadre politique, je suis un civil. Il ne faut pas me demander ici de venir parler d'affaires de camp militaire, je ne suis pas là-bas. Mais les militaires sont des Ivoiriens. Les gendarmes sont des Ivoiriens. Les policiers ne sont pas des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils ne voient pas l'État de la Côte d'Ivoire. Si ça leur plaît, qu'ils continuent. Si ça ne leur plaît pas, qu'ils ne continuent pas. 5e question. Est-ce qu'il y aurait une solution à la Diomaye Sonko pour GPS? Mais ce n'est pas la même situation. Alassane Ouattara, lui, il a au moins accepté que Sonko soit Diomaye soit candidat. Mais, pardon, Macky Sall, excusez-moi. Macky Sall au moins a accepté que Diomaye soit candidat. Et puis, Diomaye écrit candidat en disant Diomaye Moïse Sonko. C'est-à-dire que quand vous me votez, c'est Sonko que vous avez voté. Et il n'a pas dissous Pastef. Il n'a pas dissous Pastef. Donc, ce n'est pas du tout la même situation. Et l'armée sénégalaise, à un moment donné, a arrêté de soutenir Macky Sall. Elle a arrêté de tirer sur la foule. Donc, des conditions ont été remplies pour que Macky Sall recule. Il s'est rendu compte qu'il n'avait plus le soutien des forces vives de la nation sénégalaise. Là où on doit s'inspirer du Sénégal, c'est la détermination dans la mobilisation populaire. On doit dire que c'est parce que le peuple sénégalais est resté constant pour dire à Macky Sall qu'il ne passera pas, que l'armée a basculé en faveur du peuple et que Diomaye et Sonko ont pu sortir de prison. Mais il y a un autre aspect de cette scène politique sénégalaise que nous ne connaissons pas bien, à savoir qu'est-ce qui a été négocié là-bas en prison pour qu'on les laisse être candidats. Ce qui m'a amené en tant qu'analyste politique à dire qu'on peut dire que ce qui se passe là-bas relève un peu de l'aventure ambiguë. Le célèbre roman de Cheikh Hamidou Kane. Oui. Donc, tout avec proportion gardée, ne confondons pas les choses. Enfin, on me demande quel est le rapport entre l'impérial terrorisme et l'exclusion. Mais l'exclusion en Côte d'Ivoire, mais c'est le terrorisme politique. Alassane Ouattara braque tout le peuple ivoirien. Mais les Ivoiriens ont peur dans leur propre pays. Les Ivoiriens dont tout le monde connaît le papa et la maman sont exclus des listes électorales par quelqu'un dont tout le monde sait que c'est le président Houphouët-Boigny qui l'a rendu ivoirien. Donc il faut savoir que la Côte d'Ivoire est sous la terreur. Nous on est à Londres, on peut parler comme on parle. Est-ce qu'on peut parler facilement comme je parle là-bas à Abidjan?
c'est un régime de terreur. Alassane Ouattara est donc un terroriste, parce que c'est le français. Quand tu fais régner la terreur sur un peuple, tu jettes les imams en prison, tu jettes les pasteurs en prison, tu jettes les militaires en prison, tu pourchasses les opposants politiques, tu arraches les certificats de nationalité des gens. Alors pour toi a été signé un dimanche à Dembokro par un obscur personnage qui par la suite a reçu un strapontin de ministron de la justice. Un individu qui aujourd'hui devrait s'en mordre les doigts. Un a dit que le diable l'avait possédé, mais lui, c'est un diablotin qui n'a pas encore été délivré. Allez, il a signé ça sur quelle base? Qui connaît Aoussingbe à Dembokro? Voilà des gens qui mettent la Côte d'Ivoire dans des problèmes. Alors, je souhaite dire que ce serait important qu'on juge les juges en Côte d'Ivoire. Parce qu'on est un peu fatigué en Afrique, là. Les dictateurs utilisent les magistrats pour briser la vie des gens. Après, quand les gens reviennent, on fait le pardon, la réconciliation, c'est bien, mais les magistrats, là, ils poursuivent leur carrière tranquille. Leur vie se pose. Il faut une justice contre les juges corrompus. C'est trop facile que ces juges prennent des décisions sur ordre de l'exécutif, détruisent des vies, détruisent des partis politiques, détruisent un peuple et poursuivent leur carrière tranquillement. Génération et Peuple Solidaire mettra de l'ordre dans la magistrature. Les brebis galeuses en seront extraites, mises à la retraite d'office. Le terrorisme judiciaire est le bras armé du terrorisme politique. Et le terrorisme politique est appuyé sur l'impérial terrorisme. Quelles sont les forces militaires qui dirigent l'armée ivoirienne aujourd'hui? C'est l'OTAN, dont des généraux sont installés au quartier général des forces armées de Côte d'Ivoire. Ce sont les forces militaires de la CEDEAO qui sont installées dans le quartier général de l'armée de Côte d'Ivoire. Ce sont les forces françaises en Côte d'Ivoire qui sont installées dans le quartier général de l'armée de Côte d'Ivoire. Ces trois réseaux de forces sont les forces qui sont réputées favorables aux groupes terroristes qui ensanglantent tout le Sahara et tout le Sahel. Je vous invite, pour ceux qui possèdent ce livre, à lire les preuves que j'ai rassemblées à ce sens. C'est une thèse scientifique. Les deux organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, ont été créées par les renseignements généraux de l'OTAN. Cela a été révélé par le président américain Donald Trump. Il est là. Et a dit, c'est l'État islamique, c'est l'administration Obama qui a créé l'État islamique. Il a rappelé que Al-Qaïda a été créé dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Et il a publié les paiements de l'USAID aux organisations terroristes. Donc, toi, tu as l'OTAN qui chapeaute l'armée ivoirienne. Mais l'OTAN qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique. Mais comment on ne va pas associer le terrorisme qui frappe l'Afrique, donc que j'appelle l'impérial terroriste, avec le terrorisme qui frappe le peuple de Côte d'Ivoire? Terrorisme politique, terrorisme judiciaire. C'est la même maladie qui, littéralement, métastase tel un vilain cancer. Il y a donc un lien entre la domination internationale et la domination nationale. Entre la terreur servie à tous les peuples africains et la terreur des satrapes reptiliens qui ne laissent pas les Africains respirer dans nos territoires. C'est lié comme ça. Voilà pourquoi ceux-là ne combattent pas clairement le terrorisme. Voilà pourquoi ils utilisent le concept de djihadisme pour tromper la vigilance des Africains. Donner l'impression qu'on a une guerre religieuse. Salir l'islam au passage. Comme si c'était l'islam qui était le problème. Alors que le problème, c'est l'instrumentalisation de l'islam par des forces qui ne veulent pas que les Africains jouissent de l'Afrique. Donc il y a un lien intime entre tout cela. Je vous remercie pour la franchise de vos questions. J'espère avoir été franc dans mes réponses. Merci beaucoup. Le représentant du parti politique, le PDCI RDA, Monsieur le Président Mathieu Kodjo. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Mathieu Kadjo. C'est plutôt Mathieu Kadjo. Voilà. Merci beaucoup. C'est mon petit village de Sikensé qui est là. Absolument. Vous vous rappelez, professeur, la dernière fois on avait échangé sur ces... Absolument. Merci beaucoup. Alors, en prenant la parole, ce n'est pas pour poser une question, c'est plutôt pour faire une annonce. Mais avant cela, je voudrais dire merci à la coordinatrice
Madame Wassa Koulibaly, qui a bien voulu nous convier donc, à cette belle cérémonie. La délégation ici qui m'accompagne et moi-même sommes satisfaits et nous sommes donc nourris suffisamment du pain spirituel du professeur. Professeur, à vous aussi je voudrais dire bonne arrivée au Royaume-Uni et je voudrais sincèrement vous dire merci pour la franchise de vos propos. Je dirais que je conçois avec vous que l'inconnu de l'équation Côte d'Ivoire, c'est Alassane. Et donc Alassane étant le seul inconnu que nous devons rechercher donc dans la résolution de notre équation, ici au Royaume-Uni, nous sommes en train de nous organiser pour sortir assez massivement, donc c'est une information aux auditeurs, à tous ceux qui sont là, le 14 juin, donc d'ici 2 semaines, jour pour jour, il y aura un grand sitting devant la primature britannique, donc devant le number 10 Downing Street. Et donc, ça rassemble tous les partis politiques. Et tout à l'heure, le professeur a dit, et nous avons bien entendu et enregistré, que cette lutte doit se mener en groupe et non pas de façon séparée. Et nous, au Royaume-Uni, ici déjà, nous avons compris très tôt. Et il y a déjà presque 3 semaines qui ont été préparées et nous pensons que d'ici demain, après-demain, les flyers vont sortir. Et ce que nous demandons donc à toute la communauté, c'est de faire une sortie massive pour que les Anglais puissent être renseignés de ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec la motion que nous allons remettre. Et donc nous demandons assez gentiment et fraternellement à nos frères et sœurs de faire l'effort de sortir donc le 14 juin pour qu'on puisse démontrer devant nos hôtes ici, donc les Anglais, de tout ce qui se passe. Nous pouvons dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire et que de leur façon ou de leur entendement, s'ils peuvent apporter un jugement et peut-être un support, ce serait bienvenu. Donc c'est l'information que je voudrais bien passer, avec insistance d'ailleurs, parce que nous sommes dans le même combat. Le professeur l'a dit, nous l'avons entendu, il n'y a pas lieu de se battre séparément. Il faut plutôt qu'on se mette ensemble. On dit chez nous, un proverbe dit qu'un seul doigt ne peut pas attraper le pouls. C'est plutôt au moins 2 doigts qui peuvent enlever le pouls des cheveux. Donc c'est ensemble qu'on peut donc mener ce combat. Je vous remercie. Soyez la bienvenue, professeur. Merci beaucoup, M. Mathieu Kadjo, excusez-moi. Et merci aux représentants du PDCI RDA. Sans trop d'attente, nous allons continuer à cette série de prises de parole. À la représentante Mme Nguesson Nadine, coordinatrice de GPS Paris. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Je tenais à dire merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, tous ceux qui ont usé de leur temps pour être présents à cette merveilleuse conférence organisée donc par Mme Wassa Koulibaly et donc comme conférencier notre professeur Niels. Vraiment merci. Merci pour la lutte et merci pour les messages et les différentes thèses véhiculées donc à toutes les personnes qui sont là et même au-delà des frontières. Je voulais dire en quelques mots que le pouvoir, il appartient au peuple. C'est le peuple qui le donne à un président. Voilà, un seul homme. Et je tenais à dire que c'est ce même peuple qui doit se lever au-delà des appartenances politiques, PDCI, GPS, PPACI. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Africains. Donc nous avons notre destin en main. Comme le disait Thomas Sankara, l'esclave qui ne revendique pas en fait sa liberté,
bah, cet esclave-là, il pourra toujours s'apitoyer, mais c'est lui qui est le détenteur de sa liberté. Nous sommes tous les détenteurs de notre liberté. Si nous voulons que le président Alassane Dramane Ouattara, je dis président par politesse, le dictateur Alassane Dramane Ouattara, puisse partir de la Côte d'Ivoire après ces 15 années de torture auprès des Ivoiriens, auprès même de ses voisins de l'Afrique, c'est nous qui avons les armes, nous détenons les armes. Et la solution, la clé, c'est le peuple. C'est à nous de prendre notre destin en main. Il ne faut pas s'apitoyer. Si on n'ose pas prendre les rues, si on n'ose pas revendiquer, eh ben on sera toujours les esclaves de ces hommes qui sont des dictateurs parce qu'ils sont venus au pouvoir pour eux. C'est du népotisme, ils sont venus pour eux, gouverner avec leur famille, et si on ne fait rien, eh ben on pourra toujours s'apitoyer encore, comme il dit, jusqu'en 2050. Je vous remercie. Merci à Mme Guessant Nadine, coordinatrice GPS de Paris. Et sans vouloir trop patienter, on va continuer avec les représentants de l'AES qui veulent vraiment prendre la parole pour faire un dernier discours. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Venez, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs et dames. Je me présente à Madame Izo Hagara. Je prends la parole en tant que représentante de l'AES. Je suis venue de Paris uniquement pour ça. Et je suis venue participer à cette conférence pour amener mon soutien indéfectible au GPS, car c'est la lutte libère. Je suis africaine, je suis l'AES, je suis nigérienne. Et ensemble, nous construisons l'Afrique. Merci et je vous souhaite bonne chance dans ce combat. Merci.